Square Idée, ce dimanche, revient une fois encore sur le terrorisme, tant ce meurtrier phénomène suscite des questions complexes et des réponses urgentes. Pour en débattre, nous avons fait appel à deux spécialistes du monde arabe. François Burga, politologue qui étudie depuis des décennies l'islam, et Florence Gaub, experte en stratégie et sécurité dans le même domaine. Le premier affirme que l'analyse culturelle et religieuse de l'Occident est erronée et ne suffit pas à expliquer la violence de la radicalisation islamique. Il faut, comme il le préconise depuis longtemps, une analyse politique pour penser et résoudre le problème ici et là-bas, pour stopper la machine à fabriquer des poseurs de bombes et auteurs d'attentats atroces. La seconde expose l'évolution de la situation et ses réflexions pour une tactique de riposte, en Europe particulièrement. Dans cette émission, il sera aussi beaucoup question de la liberté d'expression, concept très différemment partagé selon le pays où l'on vit. Le premier électrochoc de la perception d'un ennemi barbu, musulman, agressif et conquérant, c'est la révolution iranienne de 1979. La seconde étape, de toute évidence, ce sont les attentats du 11 septembre 2001. Les opposants radicalisés des régimes arabes changent de stratégie et s'en prennent à ce qu'ils vont appeler l'ennemi lointain. Ils considèrent que le secret, la clé de voûte de la permanence, de la pérennité de ces régimes qu'ils considèrent comme illégitimes et répressifs, c'est l'ordre mondial, c'est les États-Unis. Donc au lieu de s'en prendre à Moubarak ou au roi d'Arabie Saoudite, ils vont s'en prendre au leadership américain essentiellement. Les Européens seront seconds sur la liste. Il y avait à cette époque, dans toute cette région, des régimes dont nous ne voulions pas voir l'ampleur des atteintes aux droits de l'homme qu'ils commettaient dans leurs enceintes respectives, en échange de quoi ils fermaient les yeux sur les raccourcis que nous prenions pour nous approprier leurs richesses nationales. Et le pire des reproches qu'a fait Ben Laden au roi d'Arabie Saoudite, c'est pas un reproche religieux. Il en fait toute une série, on n'a pas le temps de les nommer, mais le plus grave, il lui dit: tu fais sciemment baisser les prix du pétrole en favorisant la surproduction. Et ça, on ne te le pardonne pas. Et tu le fais au service de la puissance mondiale qui te demande de le faire. Donc il y a bien une matrice rationnelle dans la révolte et la radicalisation de ceux qui vont passer de l'échelle locale arabe à l'échelle mondiale à peu près au milieu des années 95. Le problème, pour moi, c'est plutôt la continuité. C'est la continuité dans notre incapacité à faire la part nécessaire, légitime, de la réponse sécuritaire et répressive, et puis l'introspection lucide de la part de responsabilité qu'il y a dans ce que j'appelle la machine à fabriquer des poseurs de bombes. Quand il y a une bombe qui explose, la réponse répressive, c'est d'arrêter le poseur de bombes. La réponse politique, c'est de démanteler la machine qui fabrique le poseur de bombes. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau depuis une dizaine d'années et qui est très inquiétant? C'est qu'avant, ces réponses ultra-radicales, elles étaient cantonnées à des petits groupes aux quatre coins de la planète peut-être, mais d'abord surtout concentrés en Afghanistan, après un petit peu disséminés, mais c'est tout. Ils étaient des extrémistes, ils étaient aux extrêmes des sociétés. Or, depuis quelques années, ils sont maintenant en interaction efficace avec des compartiments entiers de population. Depuis la révolution iranienne, puis plus intensément après l'attentat du World Trade Center le 11 septembre 2001, l'analyse du radicalisme islamiste est souvent limitée à sa seule composante culturelle et religieuse. Pourtant, les revendications des islamistes sont d'abord politiques. Refuser d'entendre leur discours politique a conduit à les combattre sur le front uniquement idéologique et à privilégier une réponse sécuritaire. Ce choix a engendré des risques lourds. Que l'Occident ne reconnaisse pas les dysfonctionnements des ressources économiques et symboliques, comme le droit de s'exprimer, n'a-t-il pas contribué à la menace terroriste ?
Je ne vais jamais vouloir aller me promener du côté de la culture de l'autre, dire ils ont lu le Coran à l'envers, ils ont eu une mauvaise école coranique. Non, je reviendrai toujours à l'idée que quand on veut se radicaliser, n'importe quelle culture, n'importe quelle religion, n'importe quelle langue vous permet de trouver le matériau qui légitime le geste radical. Terrorismus ist ja die Waffe der Schwächeren. Le terrorisme est l'arme des faibles. Il a pour but d'amener un grand nombre de supposés sympathisants à se soulever après un attentat et à appeler à la révolution. C'était exactement la même chose avec le groupe Baader-Meinhof en Allemagne. C'est pareil pour l'État islamique. Toujours ce sentiment. Je suis une minorité, je fais quelque chose de spectaculaire et les masses inertes vont voir qu'il y a un projet politique auquel se rallier. Et c'est parti. Prenons le temps de rappeler que l'expression d'une solidarité confessionnelle ou idéologique transnationale, c'est-à-dire je pars me battre ailleurs au nom d'une solidarité partagée. C'est vieux comme l'histoire contemporaine et comme l'histoire pré-contemporaine. Il y a eu la mobilisation en Espagne, il y a toute une série. Mais le moteur, la grande mobilisation dans l'espace-temps qui nous intéresse, c'est la crise syrienne. C'est la crise syrienne où notre jeu va être très paradoxal. Nous disons que nous voulons empêcher les Syriens de mourir, mais nous ne faisons rien pour les empêcher de mourir. Nous expliquons à la terre entière qu'il n'est pas possible d'intervenir pour toutes sortes d'excellentes raisons. Et tout d'un coup, du jour au lendemain, alors qu'il y a eu des dizaines de milliers de victimes à l'arme lourde et à l'aviation par le régime, tout d'un coup, nous entrons en guerre parce que les victimes sont devenues occidentales, parce que la violence est mise en scène, parce que la logique terroriste, c'est la première fois que le mot terroriste est utilisé à bon escient, parce qu'on tue lentement devant une caméra, et là nous allons réagir, et là nous allons balayer toutes les vieilles raisons qui nous interdisaient, et nous allons entrer dans ce conflit terrible, dans le mauvais camp. Les petits jeunes, ils partent parce qu'ils n'ont pas eu un bon boulot, et s'ils avaient un bon boulot, ils ne partiraient pas. On rate la dimension politique de l'explication. Et ça, c'est une tendance. Certains de mes collègues disent qu'il faut désislamiser la motivation des jeunes. Oui, je suis d'accord. C'est pas une explication religieuse. Il faut la resocialiser. Il faut dire qu'ils vivaient une situation de marginalisation. Oui, je suis d'accord. Mais il faut pas la dépolitiser. Un des problèmes de notre lecture de cette crise, c'est que la nationalité des auteurs des attaques, la nôtre, a nourri une propension pour nous à ne lire cette crise que dans la territorialité étroite de l'Hexagone ou de l'Europe. Alors on se concentre sur les victimes des Kalachnikovs et sur ceux qui manient les Kalachnikovs. Ce faisant, on fait, à mes yeux, une monstrueuse erreur méthodologique. Nous ne regardons pas à 4000 km de là ou à quelques clics de souris de là. Nous ne regardons pas les victimes des F-16, des Rafales et des drones. Et donc nous ne lisons pas, nous réduisons cette confrontation, sa lecture, son explication, sa justification à des gens qui, avec du plomb, s'en sont pris à ceux qui maniaient seulement des crayons. Et là, nous faisons un contresens majeur. Il faut se souvenir qu'on est à l'heure de la globalisation, il faut faire un zoom arrière et regarder la crise dans sa dimension politique qui est liée au mode d'intervention des pays occidentaux dans cette région du monde musulman. Géométrie variable, radicalisation, Orient, Occident, responsabilité partagée, radicalisation. On m'a proposé de faire partie de séminaires de déradicalisation. Vous savez, la réponse éducative. Et moi, j'ai dit oui. Mais sur les bancs de la déradicalisation, moi, je veux les élites politiques françaises. Je m'en occupe. On prendra des autres pour les djihadistes. Mais moi, je veux qu'il y ait un complément d'éducation dans les élites politiques européennes pour que nous œuvrions de façon efficace à la déradicalisation. La réponse culturelle au problème du terrorisme, c'est l'archétype de la réponse des États-Unis. Ils ont fait une réponse culturaliste. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils n'ont pas dit il faut qu'on change notre culture. Ils ont désigné la culture de l'autre, et exclusivement la culture de l'autre, comme devant être changée. Parce que c'est encore une autre façon de dépolitiser la crise. Et quand on dépolitise, quand on suridéologise, on fait porter à l'autre
celui qui se rebelle, la totalité de la responsabilité d'une crise où, il ne s'agit pas de nier sa responsabilité, mais où nous avons, nous aussi, une part de responsabilité. Le 11 septembre 2001 a marqué un tournant radical en termes de politique de sécurité. Petit florilège. De 2001 à 2014, les dépenses de sécurité aéroportuaire en France sont passées de 140 millions à plus de 800 millions d'euros par an. Un scanner à rayon X coûte par exemple 150 000 euros l'unité. Ces dépenses sont principalement financées par la taxe d'aéroport acquittée par les passagers. L'obligation de remplacer les portes des cabines de pilotage par des portes blindées a coûté 1 milliard d'euros aux compagnies aériennes européennes en 2002. Avec l'augmentation de la menace terroriste, le nombre de caméras de vidéosurveillance a explosé. Champion du monde, le Royaume-Uni comptabilisait en 2013 près de 6 millions de caméras, soit une caméra pour 11 personnes. La France en compte plus de 1 million, une caméra pour 66 personnes, alors qu'en Allemagne, elles sont uniquement autorisées dans les lieux publics jugés dangereux. Leur nombre n'a pas été répertorié. Je suis inquiet sur notre capacité d'occidentaux à sortir de cette phase historique qui a été celle de notre hégémonie coloniale puis impériale, d'accepter notre retour dans le rang des nations du monde. C'est une partition qui est extrêmement difficile à jouer et pour l'instant, je n'ai pas le sentiment que nous ayons pris la mesure de l'ampleur de ce défi. La machine à combattre, à détruire le terrorisme existe. Le mot que personne ne veut prononcer, c'est le partage. Le défi qui est le nôtre dans les turbulences de la situation contemporaine, c'est que nous devons accepter un rééquilibrage de l'appropriation des ressources économiques, politiques, mais aussi médiatiques, par exemple. Qu'est-ce qui se passe quand vous n'entendez plus que le son de votre voix ou de la voix de celui que vous avez autorisé à s'exprimer? Vous êtes menacé par un mal très insidieux qu'on pourrait qualifier d'une forme d'autisme. Et si nous acceptions tous de distribuer un petit peu plus libéralement le temps de parole aux heures de grande écoute dans les grands médias, nous aurions déjà une part substantielle de la solution à ce djihadisme qui nous a monopolisés aujourd'hui. Rétine et pupille, les garçons ont les yeux qui brillent. Pour un jeu de dupes, voir sous les jupes des filles. Et la vie tout entière. Square Idée, c'est fini pour aujourd'hui. Ne pensez plus au terrorisme, regardez plutôt les bourgeons. C'est l'explosion du printemps. Voir sous les jupes des filles.